Et si l'avenir d'un pays se jouait sur une colline oubliée, si redoutée que personne n'ose la traverser à pied? Imaginez une hauteur si stratégique que le moindre pas, le moindre souffle y devient enjeu de vie ou de mort. Imaginez une position qui, aux yeux des stratèges, compte autant qu'une capitale régionale. Voilà Chassi Yar, plus qu'un simple nom sur la carte du Donbass, c'est la clé de voûte d'un immense échiquier, le genre d'endroit dont la conquête ou la perte peut faire basculer le destin d'une nation entière. Chassi Yar n'est pas juste un point sur la carte du Donbass, c'est le sommet du secteur, perché à près de 250 mètres, surplombant des dizaines de kilomètres à la ronde. À titre de comparaison, cette hauteur équivaut à celle d'un immeuble de plus de 80 étages, dominant la plaine environnante comme une sentinelle indomptable. Celui qui s'empare de cette hauteur impose sa loi. Chaque route, chaque mouvement, chaque tentative de renfort s'y retrouve exposé, visible comme à travers l'objectif d'une caméra de surveillance géante. C'est comme si la ville se transformait en un poste d'observation naturel, où chaque geste de l'ennemi pouvait être anticipé et contré avec une redoutable efficacité. Mais le danger ne vient pas seulement du panorama. Depuis plus de 10 ans, Chassi Yar a été sculpté en forteresse. Béton armé, usines désertées, sous-sol profond et des kilomètres de tunnels. Cette transformation n'est pas anodine. Elle rappelle le sort d'autres villes assiégées au cours du XXe siècle, comme Stalingrad, où chaque étage, chaque cave, chaque couloir devenait un point d'appui pour la défense. Ici, la topographie rencontre le génie du béton, rendant la ville presque impossible à arracher. Les ingénieurs soviétiques, anticipant déjà dans les années 70 la possibilité de conflits majeurs, avaient conçu de nombreux bâtiments industriels avec des sous-sols renforcés, des murs capables de résister à des obus de gros calibre et des accès multiples pour faciliter la circulation des troupes. Détenir cette position revient à verrouiller tout le nord du Donbass, ces dictées qui avancent, qui reculent et qui survivent sur cette portion de front. Cela rappelle les batailles historiques pour le contrôle des hauteurs, comme la bataille de la crête de Vimy lors de la Première Guerre mondiale, où la prise d'une simple colline avait inversé le cours des opérations sur plusieurs dizaines de kilomètres. Contrôler Chassi Yar, c'est disposer d'un levier stratégique sans équivalent dans la région, un avantage que même la technologie moderne ne peut totalement compenser. Se tromper sur l'importance de cette bataille, c'est manquer l'essentiel. Le Donbass n'est pas qu'une frontière sur une carte, mais des milliers de vies perdues, des millions en matériel anéanti, et l'avenir d'une nation suspendue à chaque mètre de béton. C'est un peu comme la bataille d'Alamein pendant la Seconde Guerre mondiale, où le sort de l'Afrique du Nord s'est joué sur quelques positions clés, entraînant des conséquences mondiales. Ici, chaque erreur de jugement, chaque sous-estimation de la géographie ou de la logistique peut coûter une génération entière d'hommes et de ressources. Plongeons ensemble dans les coulisses de Chassi Yar, là où chaque mètre carré exige une fortune de sang et d'ingéniosité. Nous allons détailler les étapes de la transformation de la ville en bastion, analyser les stratégies employées, comprendre les implications logistiques et surtout saisir ce que cette bataille signifie pour l'avenir non seulement du Donbass mais aussi de l'art de la guerre moderne. Pour comprendre ce qui se joue ici, il faut remonter aux racines de la ville et à la façon dont elle a été métamorphosée en bastion. Dès la fin du XIXe siècle, Chassi Yar se développe autour de carrières de kaolines et d'usines de matériaux de construction. Durant l'ère soviétique, la ville devient un centre industriel hérissé d'usines de béton, de fours et de silos. Ces structures, construites pour résister aux accidents industriels et aux attaques aériennes, se révéleront être des fortifications idéales en temps de guerre. Comment Chassi Yar est-elle devenue le verrou que tout le monde redoute d'affronter ? Pourquoi une ville apparemment insignifiante, perchée sur une crête, tient-elle le sort de milliers de soldats entre ses mains ? Chassi Yar n'est pas qu'un point perdu sur la carte du Donbass. C'est une citadelle de béton et de roches, surplombant toute la région grâce à une altitude de près de 250 mètres. Pour donner un exemple concret, un observateur placé sur cette hauteur peut repérer un mouvement de troupes à plus de 20 km, guidant l'artillerie avec une précision redoutable, comme lors du siège de Sébastopol en 1942, où chaque colline servait de poste d'observation clé. De là, la ville domine les alentours, offrant à ses défenseurs un avantage stratégique inégalé. À quelques kilomètres à l'est, la tristement célèbre Bakhmout s'enlise dans une dépression, rendant Chassi Yar presque imprenable. Chaque observateur posté ici devient un atout capable de guider l'artillerie avec une précision mortelle. Lors de la bataille de la Somme,
La supériorité d'une position en hauteur avait permis à une poignée de tireurs d'élite de tenir en échec des unités entières, illustrant l'importance cruciale de la topographie en temps de guerre. Mais l'avantage ne s'arrête pas à la vue. Pendant près de 10 ans, la ville a été préparée à l'assaut. Des kilomètres de galeries souterraines, héritées de l'ère soviétique, serpentent sous les rues, protégées par d'épais murs de béton armé, capables d'encaisser les frappes directes. Pour renforcer la défense, des équipes spécialisées ont renforcé les accès, installé des portes blindées et piégé certains couloirs pour retarder toute progression ennemie. Ce réseau, comparable à celui de la ligne Maginot, permet des déplacements rapides et invisibles des troupes, ainsi qu'un stockage sécurisé des munitions et des vivres. En surface, usines, entrepôts et fortifications s'imbriquent, créant un labyrinthe où chaque coin peut devenir un piège. Autour, des lignes de mines s'étendent sur plusieurs kilomètres, transformant tout assaut frontal en suicide annoncé. Chaque mètre gagné coûte cher, défendu par la topographie, la logistique et la peur elle-même. Les champs de mines, avec une densité parfois supérieure à 2000 mines par kilomètre carré, rappellent les défenses de la bataille de Koursk, où les blindés étaient bons à décimer avant même d'avoir aperçu l'ennemi. Même les analystes militaires l'admettent, sans supériorité aérienne totale, attaquer de front serait une folie. C'est pourquoi les premières offensives russes ont renoncé à la force brute, cherchant plutôt à grignoter lentement les flancs, espérant fissurer la forteresse par l'usure. Cette approche s'inspire de la tactique dite d'encerclement progressif, déjà utilisée lors du siège de Leningrad, où chaque village, chaque colline prise, rapprochait un peu plus le blocus total. Sous-estimer la géographie de Tchassivyar, c'est sacrifier ses troupes. Ici, la topographie dicte la vie ou la mort. Pour illustrer cette réalité, rappelons la bataille de Dien Bien Phu, où l'erreur d'ignorer la configuration du terrain a causé la perte d'une armée entière. Mais la guerre ne se joue pas seulement dans les tranchées ou sous la terre. À Tchassivyar, chaque décision tactique devient un pari vital pour les deux camps. Un ordre mal transmis, une reconnaissance négligée, et c'est tout un secteur qui s'effondre, comme lors des désastres logistiques de la guerre d'Afghanistan, où la perte d'une route pouvait condamner une garnison entière à la reddition ou à l'anéantissement. Quand percer de front devient suicidaire, il faut saigner la forteresse par ses veines invisibles. Devant l'impasse d'un assaut direct, les forces russes optent pour le contournement. Leur stratégie, une tenaille méthodique serrant la ville par deux villages, Bodanivka au nord, Ivanivske au sud. L'objectif, isoler Tchassivyar, couper sa garnison de tout soutien, puis frapper au cœur une fois le siège étouffant. Cette manœuvre rappelle celle de la bataille de Stalingrad, où la prise des villages périphériques avait permis d'étrangler la poche de résistance centrale. Sur chaque flanc, l'infiltration est la règle d'or. Les groupes d'assaut glissent compte par trois, rampant d'un bosquet à une ruine, profitant de chaque repli de terrain. Invisibles à l'œil nu, ils transforment la ligne de front en un labyrinthe mouvant où chaque mètre gagné se paie au prix du sang et de l'épuisement. Souvent, la progression se fait à la lueur d'une lampe torche, dans la boue, sous la menace constante des mines et des tireurs embusqués. À Ivanivske, la résistance vire à l'enfer. Jusqu'à 18 assauts sont lancés en 24 heures. Ici, chaque cave devient un bastion, chaque maison un piège mortel. Pour les défenseurs, le sommeil disparaît, remplacé par l'adrénaline, la peur, la fatigue. Les récits de soldats évoquent des combats où l'on se bat pour chaque escalier, chaque chambre, dans une atmosphère étouffante rappelant le siège d'Alep en Syrie, où la guerre urbaine se jouait parfois à la grenade ou au couteau. Les Russes visent l'asphyxie logistique. Il suffit de transformer la route menant à Tchassivyar en couloir de la mort. Ravitailler les défenseurs, évacuer les blessés. Chaque tentative devient un pari sous le feu croisé des armes légères et de l'artillerie camouflée. Cette tactique, déjà pratiquée lors de la bataille de Grozny, vise à couper tout espoir de renfort ou de repli, forçant l'ennemi à choisir entre la reddition ou la destruction. Un nouveau cauchemar s'abat, la pluie méthodique des bombes aériennes planantes. Précises comme des snipers, elles frappent avec la régularité d'un métronome. Même le béton, forgé pour résister aux obus, s'effondre sous 1,5 tonne d'explosifs. Les FAP, bombes guidées de nouvelle génération, permettent aux aviateurs de larguer leurs charges à plus de 50 km de la cible, hors de portée de la défense aérienne, frappant avec une précision redoutable. C'est un peu comme si, lors de la Seconde Guerre mondiale, les bombardiers auraient pu frapper sans jamais s'exposer à la chasse ennemie. La terreur n'est pas qu'une affaire de ruines. Les bombes broient le moral et la chair, tympans crevés, organes déchirés, même à l'abri des décombres. Sous cette double pression, l'effondrement devient inévitable.
Les médecins sur place décrivent des blessures dignes de la Première Guerre mondiale, où la surpression pulvérise les organes internes, rendant tout abri illusoire. Oublier la logistique et la menace aérienne, c'est condamner hommes et matériel à une lente usure. Ici, l'ingéniosité tactique ne suffit plus. Il faut survivre à une guerre d'usure, de nerfs, de ressources. Un commandant ayant survécu à la bataille de Mariupol rapporte que le manque d'eau et de munitions brise plus sûrement une garnison que les bombes elles-mêmes. Mais le siège n'est pas qu'une question de force brute. Au fil des jours, l'ingéniosité des défenseurs va devoir rivaliser avec la puissance de feu ennemie. Des équipes improvisent des systèmes de communication à base de câbles téléphoniques récupérés, d'autres fabriquent des drones artisanaux pour repérer les mouvements ennemis. L'histoire militaire regorge d'exemples où la créativité des assiégés a permis de tenir contre toute attente, comme lors du siège de Sarajevo, où des tunnels creusés à la main ont assuré la survie de milliers de civils et de soldats. Quand la surface devient invivable, la guerre s'enfonce sous terre. À Tchassiviar, l'enjeu dépasse les ruines éventrées. Dans les galeries et canalisations, chaque mètre dissimule des dangers invisibles. Les commandos surgissent là où nul ne les attend, frappent au cœur, puis se volatilisent avant même que l'alerte ne monte. Cette guerre souterraine rappelle celle des Vietnamiens contre les Américains, où les tunnels du Cu Chi permettaient jamais d'apparaître et de disparaître comme des fantômes. Sous terre, chaque incursion sème la panique. Un poste paraît sécurisé. L'instant suivant, des détonations résonnent derrière, des voûtes s'effondrent et la peur s'insinue dans chaque recoin. Les lignes défensives ne cèdent plus à la force, mais au chaos méthodiquement semé par l'ennemi invisible. Les ingénieurs militaires multiplient les pièges, installent des charges explosives à retardement, rendant chaque progression incertaine. En surface, la logistique s'étiole. Les routes, piégées et surveillées par des essaims de drones, se transforment en pièges mortels. Livrer un simple colis revient à miser sa vie à chaque pas. La faim et la soif grignotent les forces, plus sûrement que les tirs. Des soldats s'écroulent, terrassés par le manque avant d'avoir aperçu l'ennemi. Cette situation rappelle le siège de Leningrad, où le manque d'approvisionnement était une arme aussi redoutable que les canons. Au milieu de ce désordre, la guerre électronique déchaîne ses vagues silencieuses. Les brouilleurs saturent l'air, coupant toute communication, aveuglant drones amis et adverses. Chaque camp improvise. Protocole nouveau, antennes bricolées, attaques de fréquence. L'objectif est unique, garder la main sur le spectre et donc sur la bataille. Lors de la guerre des Malouines, les brouillages radio avaient déjà démontré leur capacité à paralyser un commandement entier, forçant les troupes à recourir à des signaux lumineux ou à des messagers à pied. Ici, qui détient les ondes, détient le sort du combat. Un ordre brouillé, un drone perdu, et c'est tout un front qui s'écroule. La technologie, censée sauver, devient parfois le maillon cassant. Pour y remédier, des équipes spécialisées développent aussi des protocoles de communication redondants, des codes de repli, et forment les soldats à improviser en situation de brouillage total. Au bout du compte, même la bravoure la plus farouche ne compense ni le manque de ravitaillement, ni la paralysie numérique. Quand logistique et communication s'effondrent, la résistance n'est plus qu'une question d'heures. Cela rappelle la chute de Dien Bien Phu, où l'isolement total avait scellé le sort de la garnison française. Ce combat souterrain et électronique redéfinit la survie à chaque seconde. À Tchassiviar, la guerre moderne expose crûment ce qu'aucun arsenal ne peut garantir, la résilience face à l'inattendu. La leçon est claire, il ne suffit pas de posséder des armes sophistiquées, encore faut-il savoir improviser, apprendre, s'adapter à chaque imprévu. À Tchassiviar, ce n'est pas seulement le béton qui brûle, c'est notre certitude de comprendre la guerre moderne qui se consume. Ce champ de ruines oblige à repenser chaque dogme militaire, chaque certitude tactique, et à reconnaître que la technologie seule ne suffit pas à garantir la victoire. La prise du quartier canal n'a rien d'une épopée. Pour franchir la dernière ligne de défense, les assaillants ont dû traverser le canal sous les tirs, parfois à la nage, parfois en rampant sur d'antiques conduites ou sur des tuyaux suspendus. Pas de chars rutilants, pas de charge héroïque, juste la peur, la boue, l'instinct de survie. Les récits de survivants évoquent des traversées nocturnes, où chaque bruit, chaque éclat de lumière pouvait signer la fin de l'aventure. Ici, toute dissimulation devient vaine. Les armes thermobariques, larguées sans relâche, transforment chaque immeuble en piège incandescent. Aucun abri n'est sûr, même les caves et bunkers s'effondrent ou s'embrasent sous la pression. Ceux qui restent sont traqués jusque dans les interstices des ruines. Cette méthode de destruction systématique rappelle les tactiques employées lors du siège de Mossoul, où chaque bâtiment détruit ajoutait à la confusion et à la terreur.
La méthode du siège est simple, terreur, ruse et destruction méthodique. Avant chaque avancée, on dynamite les bâtiments, on piège tout ce qui peut l'être, portes, armes, jouets abandonnés. Le moindre objet laissé devient potentiel instrument de mort. Des équipes de sapeurs avancent en première ligne, neutralisant les pièges, parfois au prix de leur vie. L'ancienne ville de Chassiv Yar n'est plus qu'un champ de ruines. Les civils sont partis depuis des mois, sachant que rester équivalait à une sentence sans appel. Ceux qui ont tenté de fuir trop tard ont été piégés entre deux feux, rappelant le sort tragique des habitants d'Oradour-sur-Glane en 1944. Que nous enseigne ce désastre? Première leçon, la maîtrise du terrain est décisive. Survivre, c'est exploiter chaque souterrain, chaque canalisation, chaque recoin du paysage. Deuxième leçon, la polyvalence tactique sauve plus que la technologie. Ici, l'inventivité compte davantage que les machines les plus coûteuses. Les défenseurs qui improvisent dans des embuscades, qui transforment une cuisine en poste de tir, qui recyclent des pièces de machines en pièges artisanaux, sont souvent ceux qui tiennent le plus longtemps. La troisième leçon est moi la plus cruelle. La brutalité de la guerre urbaine n'épargne rien ni personne. Des drones bon marché anéantissent des chars valant des millions. Des tuyaux rouillés valent bien un satellite. Le coût humain, lui, échappe à tout calcul. Les analystes estiment que pour chaque mètre carré disputé, ce sont parfois une dizaine de vies qui sont fauchées. Ignorer les vraies leçons de Chassiv Yar, c'est préparer l'échec de la prochaine bataille. Ici, chaque improvisation, chaque détail peut décider du sort d'une armée entière. Historiquement, les batailles perdues par négligence ou arrogance ont souvent précédé des effondrements stratégiques majeurs, comme ce fut le cas pour l'armée allemande à Stalingrad ou pour les forces américaines à Khe Sanh. Mais ce n'est pas seulement le destin des soldats qui se joue sur ces ruines. À travers ce champ de bataille, c'est toute une vision de la guerre qui vacille, et l'avenir de bien d'autres villes se dessine. La prochaine bataille pourrait se jouer à l'identique dans une autre ville industrielle, ailleurs en Europe ou dans le monde, car les leçons de Chassiv Yar transcendent les frontières. Après Chassiv Yar, impossible de voir la guerre moderne comme avant. Derrière les images de missiles et de drones, chaque colline, chaque canal, chaque mètre carré de béton cache des décisions où la vie et la mort se jouent. La bataille a prouvé que l'ingéniosité tactique, la connaissance du terrain et la logistique peuvent peser autant, voire plus, que la technologie la plus avancée. Les généraux et stratèges du futur devront intégrer ces leçons sous peine de connaître les mêmes désastres que leurs prédécesseurs. On voudrait croire à une guerre propre, réglée par des machines précises et des plans parfaits. La réalité est tout autre. La guerre ramène l'humain à la peur, la soif, l'épuisement, les tunnels improvisés, les embuscades dans les ruines. Même les outils les plus modernes ne gomment pas la brutalité du combat rapproché. Les témoignages concordent, à Chassiv Yar, on meurt aussi bien d'un drone que d'un coup de couteau dans une cave obscure. Le vrai péril, c'est l'aveuglement. À chaque erreur de calcul sur la géographie ou la logistique, le prix se paie en sang. Les armées peuvent investir dans la technologie, mais si elles ignorent comment le terrain dicte le rythme des batailles, elles retombent dans les mêmes pièges, encore et encore. La meilleure façon d'anticiper ces pièges, c'est d'étudier chaque détail, de simuler chaque scénario, d'impliquer les soldats dans la préparation et l'analyse des plans. Comprendre ces leçons, c'est réaliser que la sécurité de tous dépend de notre capacité à anticiper les failles. Ce n'est pas un jeu d'échecs abstrait. Et derrière chaque mètre gagné ou perdu, il y a la vie de milliers de familles et un coût humain qui ne disparaît jamais. Pour éviter de reproduire les mêmes erreurs, il est crucial d'investir dans la formation, l'adaptation, la résilience et de ne jamais sous-estimer l'importance du terrain. Chassiv Yar oblige à regarder la guerre sans illusion, à reconnaître que rien n'est inéluctable. Pour éviter de répéter les mêmes erreurs, il faut apprendre, analyser sans relâche et se demander si l'on est prêt à payer le prix de l'ignorance. Car dans cette guerre comme dans toutes les autres, ce ne sont pas les machines qui décident, mais les hommes, la préparation et la capacité à tirer des leçons du passé. En définitive, la bataille de Chassiv Yar nous rappelle que l'histoire n'est jamais écrite d'avance. À nous de choisir si nous voulons la comprendre ou la subir.